Contre l'avis et le mépris de toute sa famille, il a tout risqué pour épouser une femme en situation de handicap que personne ne regardait. Et au moment où il a touché le corps de sa femme lors de leur première nuit de noces, il a été confronté à un secret qu'il n'aurait jamais pu imaginer, le laissant pétrifié sur place. À partir de ce jour, sa vie a pris une direction complètement différente. Prêtez maintenant une oreille attentive à cette histoire incroyable. Je m'appelle Julien Moreau, j'ai 33 ans et je suis ingénieur en bâtiments et travaux publics. Aux yeux de ma famille, j'étais le plus grand succès de la fratrie, un sujet de fierté partout où j'allais. Notre Julien est si brillant. Il réussit dans son travail, il a une belle maison et il conduit même une voiture allemande. Mais derrière cette façade de sérénité, seul moi savais que ma vie était loin d'être un long fleuve tranquille. La plus grande pression venait de mon mariage. Mes parents devenaient presque fous chaque fois qu'ils mentionnaient le fait que je n'étais toujours pas marié. Ma mère se lamentait. « Ramène-nous n'importe qui. Il faut bien qu'une bru entre dans cette maison pour assurer la descendance. » Tandis que mon père me menaçait. « Si tu ne te maries pas rapidement, sache que cette maison et les terres iront entièrement à ton petit frère. » Je ne pouvais que soupirer. Devais-je me marier à cause d'un chantage? J'avais connu l'amour, moi aussi. J'ai même été follement amoureux. Mais elle m'a quitté lorsqu'elle a découvert la longue cicatrice sur ma poitrine, souvenir d'un accident sur un chantier. Je ne veux pas passer ma vie avec quelqu'un qui a une blessure aussi horrible sur le corps, m'avait-elle dit. Depuis, j'avais fermé mon cœur. Je préférais rester seul toute ma vie, plutôt que d'être avec quelqu'un qui ne m'aimerait pas vraiment pour ce que j'étais. Et puis, j'ai rencontré Camille. Dès notre première rencontre, j'ai été comme aspiré par son regard, attiré par quelque chose d'indéfinissable. Elle était assise dans un fauteuil roulant, dans un coin du parc Monceau. Selon les standards de beauté du monde, elle était être ordinaire, mais son visage avait quelque chose de spécial, un mélange de pureté et d'assurance. J'allais la dépasser comme tout le monde, mais au moment où elle m'a regardé en souriant, mon cœur a raté un battement. Quelques jours plus tard, je l'ai revue à la bibliothèque municipale. Elle lisait, tournant les pages lentement mais avec persévérance de ses petites mains blanches. Je me suis approché d'elle, aussi maladroit qu'un adolescent, et j'ai engagé la conversation. Sans savoir pourquoi, je lui ai confié beaucoup de choses que je n'avais jamais dites à personne, même ma peur du mariage et ma cicatrice. Elle a écouté en silence, puis a dit doucement, « Tout le monde a des cicatrices dans la vie, certaines sur le corps, d'autres dans le cœur. L'important, c'est de savoir si l'on peut vivre avec. » Je suis resté figé. En une seule phrase, elle m'avait plongé dans un tourbillon d'émotions. J'ai cherché des prétextes pour me rapprocher d'elle, l'inviter à prendre un café, proposer une promenade. J'ai même poussé son fauteuil roulant le long des quais de Seine pour admirer ensemble le coucher du soleil. Nous savions tous les deux que nous étions en train de tomber amoureux. J'ai annoncé la nouvelle à mes parents, et le résultat fut une dispute cataclysmique. « Quoi? Handicapé ?» hurla ma mère. « Mais tu es devenu fou, Julien? Il y a une file de jeunes filles jolies, gentilles et pleines de talent qui attendent. Et toi, tu choisis celle qui est en fauteuil roulant. » Mon père frappa la table de son poing. J'ai tenté de garder mon calme, d'expliquer à quel point elle était une personne merveilleuse, forte, intelligente et attentionnée. Mais plus je parlais, plus leur colère grandissait. « Si tu l'épouses, n'espère même pas nous voir à ton mariage, » déclara ma mère, comme si j'avais commis le pire des crimes. Les autres membres de la famille s'en mêlèrent. Un oncle a même dit, « Si tu épouses une estropiée, tes enfants risquent de naître handicapés aussi. » À ces mots, mon sang n'a fait qu'un tour, mais j'ai réussi à me contenir. Je ne leur en voulais pas. Les gens ne voient souvent que les défauts des autres, ignorant la beauté de leur âme. J'ai décidé d'épouser Camille. Nous n'avions pas besoin d'un mariage fastueux. Une petite fête avec quelques amis proches suffisait. Aucun membre de ma famille n'était présent. La première nuit de noces, j'étais rempli de tension et d'inquiétude. J'avais peur de blesser Camille, peur qu'elle soit triste de ne pas avoir la bénédiction de ma famille. Mais contre toute attente, elle a pris ma main et a murmuré, « Tant que tu es là, je n'ai peur de rien. » J'ai ouvert la porte de la chambre nuptiale. Il n'y avait ni bougie ni rose, seulement 2 personnes prêtes à se donner toute leur confiance et leur amour. Je me suis penché pour embrasser la cicatrice sur sa main, la trace de l'accident qu'il avait clouée à ce fauteuil pour la vie.
Lorsque le dernier vêtement est tombé de son corps, j'ai retenu mon souffle. Ce que j'ai vu était différent de tout ce que j'avais pu imaginer. Ce n'était ni déformé, ni imparfait. C'était tout le contraire. C'était d'une perfection si déconcertante, d'une beauté lisse qui me laissa sans voix. Je suis resté hébété un long moment, puis j'ai fondu en larmes. Camille, paniquée, m'a demandé: « Julien, qu'est-ce qui ne va pas ?» Je l'ai serré contre moi, ma voix tremblante. « Tu ne peux pas comprendre. Je pensais que tu étais la personne la plus injustement traitée par la vie. Mais maintenant, je vois que le ciel m'a offert un trésor. » Des larmes coulaient aussi sur les joues de Camille. Personne n'a plus dit un mot. Nous nous sommes simplement enlacés, comme deux âmes perdues qui venaient enfin de se retrouver. Cette nuit-là, j'ai su que j'avais fait le bon choix. L'épouser était la meilleure décision de ma vie. Mais tout ne s'est pas arrêté là. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par la sonnette qui retentissait avec fureur. En ouvrant la porte, je me suis figé. Ma mère se tenait là, le visage déformé par la colère, et derrière elle, mon père, le regard glacial. Ma mère m'a fixé et a crié sans même un bonjour. « Où est cette femme ? Dis-lui de venir ici tout de suite. J'ai 2 mots à lui dire. » Camille est sortie de la chambre, ses yeux mêlant surprise et inquiétude. J'ai serré sa main, mais je n'aurais jamais imaginé que les mots suivants de ma mère me couperaient le souffle. Ma mère se tenait sur le seuil, ne cachant pas sa fureur. Mon père restait silencieux derrière elle, son visage une froide expression de déception. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, ma mère entra d'un pas décidé en criant: « Comment mon fils a-t-il pu être aveugle à ce point, épouser une estropiée comme ça ?» Le corps de Camille a frémi, mais elle s'efforçait de garder son calme, serrant ma main comme pour y trouver un appui. Au moment où j'allais parler, ma mère a pointé un doigt accusateur vers son visage. « Qui es-tu pour oser ? On t'avait bien dit que notre famille était contre, et tu t'accroches sans aucune honte. C'est notre argent qui t'intéresse, n'est-ce pas ? » « Maman, ça suffit !» ai-je crié. « C'est ma femme, et c'est la femme que j'aime. L'amour !» ricana ma mère. « Pour l'amour, tu abandonnes ta famille, tu abandonnes les parents qui t'ont mis au monde ? Bravo, vraiment. Alors choisis aujourd'hui, cette femme ou cette famille. » Ces mots m'ont transpercé comme une dague. Mon père me regardait toujours avec des yeux pleins de déception, sans dire un mot. J'ai serré plus fort la main de Camille, un ouragan faisant rage en moi. C'est alors que Camille a lâché ma main et s'est lentement approchée de ma mère. « Madame, vous avez raison. Je ne suis pas à la hauteur de Julien, mais je ne l'ai pas épousé pour son argent ou son statut. Je l'ai épousé parce que mon cœur sait qu'il est la seule personne au monde à m'aimer plus que tout. » « Arrête avec tes phrases de roman à l'eau de rose, » gronda ma mère. « Je ne crois pas une seconde que tu puisses être mère. Une femme comme toi, même si elle mettait un enfant au monde. » Avant qu'elle ne puisse finir, je me suis interposé. « Assez !» ai-je hurlé. « Maman, n'insultez pas les autres de cette façon. Si vous ne pouvez pas accepter ma femme, alors je ne pourrai plus vous considérer comme ma famille. » Le visage de ma mère est devenu livide. Mon père s'est approché, a posé une main sur mon épaule sans rien dire, puis a entraîné ma mère dehors. Un silence étouffant s'est abattu sur la maison. Je me suis tourné vers Camille et j'ai vu les larmes couler sur ses joues. « Je suis désolé, je l'ai prise dans mes bras. Je n'imaginais pas que ça irait aussi loin. Ce n'est rien, je vais bien, » a-t-elle murmuré, la voix brisée. « Je ne veux juste pas que tu perdes toute ta famille à cause de moi. » Je n'ai rien pu répondre. Notre histoire d'amour, qui ressemblait à un conte de fées, venait d'être souillée par les préjugés, les apparences et un orgueil aveugle. Les jours suivants furent un long et terrible silence. Mes parents avaient coupé les ponts, bloquant même mon numéro. Camille et moi vivions dans une petite maison que nous avions trouvée en location dans la banlieue parisienne. Le travail ne manquait pas, mais mon cœur était lourd. Un soir, Camille m'a appelé dans la chambre. Elle m'a tendu une petite boîte en bois. Je comptais te le dire plus tard, mais je pense que c'est mieux maintenant. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une liasse de documents et une photo. La photo montrait un homme d'âge mûr assis à un bureau, avec la légende « Alain Delacroix, PDG du consortium Continental ». J'ai relevé la tête, sans comprendre. Elle a dit « C'est mon père ». Je suis resté pétrifié. Je n'ai pas mal lu. Alain Delacroix,
le PDG du CC, est ton père. Oui. Mais il nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j'étais petite. Ma mère a eu un accident de voiture après m'avoir mise au monde. Craignant que cela ne nuise à sa réputation, il est parti pour épouser une autre femme. J'ai grandi discrètement avec ma mère, et je n'ai jamais reçu un seul centime de sa part. J'étais sans voix. La femme en fauteuil roulant que toute ma famille méprisait comme une estropiée était la fille biologique de l'un des plus grands entrepreneurs de la ville. C'était incroyable. Je n'ai jamais eu l'intention de révéler cela, a-t-elle poursuivi. Je ne veux pas de sa fortune, je ne veux aucun lien avec lui. Je veux juste vivre ma vie, avec la personne que j'ai choisie. J'ai pris sa main. Une étrange émotion montait en moi. Ce n'était pas pour ça que je l'aimais, mais en apprenant cela, elle me semblait encore plus forte et respectable. Elle n'avait jamais parlé de ça à personne. Mais après ce qui s'est passé ce matin, je me suis dit que si votre mère l'apprenait, peut-être qu'elle me mépriserait un peu moins. J'ai secoué la tête. Tu n'as rien à prouver. Peu importe ton passé, pour moi, tu es la personne la plus précieuse au monde. Mais la vie n'est pas un conte de fées. 3 jours plus tard, une berline de luxe s'est arrêtée devant notre porte. Un homme en est descendu, Alain Delacroix. J'ai ouvert la porte, déconcerté. Il est entré et m'a toisé de la tête aux pieds. Vous êtes Julien Moreau? Sa voix était basse et froide. Oui, le mari de Camille. Camille est apparue. Son visage était tendu. Il l'a regardé longuement avant de demander « Pourquoi as-tu épousé un homme comme lui? Sais-tu seulement qui il est? » « Je le sais. Et c'est mon choix, » répondit fermement Camille. « Tu es en train de gâcher ton avenir. » J'ai intervenu, la voix ferme. « Monsieur Delacroix, j'aime sincèrement Camille. Je n'ai besoin de rien d'autre que de la rendre heureuse. » Il a ricané et a sorti une enveloppe de sa poche. « Ceci est un chèque de 500 000 €. Si vous quittez Camille, cet argent est à vous. Je l'enverrai se faire soigner aux États-Unis. Camille mérite une vie meilleure, avec quelqu'un de meilleur. » L'air est devenu glacial. Camille me regardait, je la regardais. Il n'y avait plus de larmes dans ses yeux, seulement une profonde déception. J'ai pris le chèque et l'ai déchiré en 1000 morceaux sous ses yeux. Ma femme n'est pas à vendre. Si vous pensez que les sentiments sont une marchandise que l'on peut acheter avec de l'argent, alors, je suis désolé, mais vous ne méritez pas d'être le père de Camille. Son visage est devenu pourpre. Il s'est levé brusquement et est parti sans un mot. La porte s'est refermée, et Camille s'est jetée dans mes bras en pleurant. Mais je savais que tout n'était pas encore terminé. Une semaine plus tard, j'ai appris que ma mère avait été hospitalisée en urgence suite à un AVC. En arrivant à l'hôpital, j'ai assisté à une scène qui m'a pétrifié. Le père de Camille, Alain Delacroix, se tenait au chevet de ma mère et lui tenait tendrement la main. Je n'en croyais pas mes yeux. Que se passait-il donc? La chambre d'hôpital semblait sur le point d'exploser dans ma tête. Je suis resté cloué sur le seuil, observant une scène que je n'aurais jamais pu imaginer. Ma mère, qui avait maudit ma femme en la traitant d'estropié indigne, tenait fermement la main d'Alain Delacroix, l'homme qui, quelques jours plus tôt, m'avait jeté un chèque au visage en me demandant de quitter Camille. À cet instant, personne ne m'avait remarqué. Il se chuchotait quelque chose. Le regard de ma mère n'était ni rempli de ressentiment ni de haine. C'était un regard intime et tendre, comme celui que l'on porte à un ancien amour. Je n'ai pas pu le supporter plus longtemps, et suis entré d'un pas décidé. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils se sont retournés, surpris. Ma mère était décontenancée, tandis que M. Delacroix fronça légèrement les sourcils avant de retrouver son expression impassible habituelle. « Depuis quand es-tu là ?» balbutia ma mère. « Assez longtemps pour tout voir, » ai-je répondu en les fixant. « Maman, depuis quand connais-tu cet homme ?» Personne n'a répondu. L'air pesait sur ma poitrine comme une pierre. « Tu vas me le dire toi-même, maman? Ou je dois aller le demander à quelqu'un d'autre ?» Ma mère serra la couverture, les larmes aux yeux. « C'est du passé. Je ne pensais pas que tu avais besoin de le savoir. » Je me suis tourné vers Alain Delacroix. « Quelle est votre relation avec ma mère ?» Il me regarda avec un mélange d'arrogance et d'impuissance. Après un long silence, il soupira. « Ta mère était mon grand amour, avant qu'elle ne rencontre ton père. » J'ai reculé d'un pas. Mon cœur semblait s'arrêter. « Quoi? Oui, ta mère était ma secrétaire. Nous nous aimions sincèrement.
Mais à cause de ma réputation et des pressions familiales, j'ai dû épouser une autre femme. La mère de Camille. Ma mère se mit à sangloter. C'était la première fois que je la voyais pleurer ainsi, comme si tous les fragments de sa jeunesse brisée revenaient à la vie devant moi. J'étais enceinte de lui, mais je l'ai caché. J'ai enterré cette douleur dans mon cœur et j'ai épousé ton père, celui que ma famille m'avait choisi. Je pensais que le temps effacerait tout, mais chaque fois que je te voyais, des bribes de ce souvenir refaisaient surface. Je sentis mes forces m'abandonner. Je me suis effondré sur une chaise à côté du lit, la tête me tournant. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je suis. Ma mère secoua la tête. Je n'ai jamais trahi personne. Tu es le fils de ton père. Mais cette relation, dans mon cœur, ne s'est jamais vraiment terminée. J'ai levé les yeux vers Alain Delacroix, le père biologique de ma femme et l'ancien amant de ma mère. Tout était si confus, un nœud coulant qui se resserrait autour de mon cou. Alors, c'est pour ça que tu t'es opposé si farouchement à Camille? Parce qu'elle est handicapée? Ou parce qu'elle est la fille de ton ancien amant? Ma mère ne put répondre. Les deux. Je ne pouvais pas accepter que tu sois lié à quelqu'un avec un tel passé. Je ne voulais pas que mon propre passé soit mis sur la place publique si les gens apprenaient quelle avait été notre relation. J'ai ri amèrement. Donc, pour sauver les apparences, tu as insulté une femme bonne et forte, prête à aimer et à se sacrifier pour ton fils. Personne ne dit plus rien. Je me suis levé et j'ai tourné les talons. Je n'ai plus envie d'en entendre davantage. Je rentre à la maison. Mais si tu continues à fréquenter cet homme, n'espère pas obtenir mon pardon. J'ai quitté l'hôpital, la tête bourdonnante. J'ai conduit sans but, avant de m'arrêter près du vieux pont où Camille et moi avions regardé le coucher de soleil la première fois. Mon téléphone a sonné. C'était Camille. J'ai répondu. Chérie, où es-tu? L'hôpital vient d'appeler. Il s'est passé quelque chose? Je suis resté silencieux un instant, puis j'ai répondu. Est-ce que tu savais que ta mère et la mienne s'étaient aimées autrefois? Silence à l'autre bout du fil. Puis, Camille a répondu, sa voix très calme. Je le savais. J'étais sans voix. Tu le savais? Papa me l'a dit. Juste après mon entrée à l'université. Il m'a dit qu'il y avait une femme qu'il n'avait jamais pu oublier, même après avoir épousé maman. Et j'ai vu une photo de ta mère dans son portefeuille. À l'époque, je n'y avais pas cru. Je me suis pris la tête entre les mains. Mon cœur était comme pris dans un étau. Alors tu penses que notre relation est une erreur? La voix de Camille était ferme. Nous n'avons aucun lien de sang. Leur amour appartient au passé, le nôtre au présent. Je n'ai pas honte de ce que je ressens. J'ai serré les lèvres. Chaque mot de Camille était comme une aiguille qui me transperçait le cœur. C'était douloureux, mais ça me ramenait à la raison. J'ai juste peur que nos deux familles souffrent éternellement à cause des ombres du passé. Alors, n'attendons plus qu'elles nous acceptent. Vivons en étant fidèles à nos cœurs. Si nous devons partir, je suis d'accord. Je n'ai besoin que de toi. J'ai raccroché. Mes yeux étaient rouges. Pour la première fois, j'ai compris que le véritable amour pouvait transcender même les frontières du passé. Cette nuit-là, j'ai emmené Camille loin de la ville. Nous avons loué une petite maison dans un coin tranquille de Provence, pour nous éloigner un temps de toute cette complexité. La vie semblait retrouver son calme. Puis, un matin, en ouvrant la porte, j'ai trouvé une lettre à mes pieds. L'écriture était très familière. C'était une lettre de ma mère. Le cœur battant, je l'ai ouverte. Elle disait « Mon fils, j'ai eu tort. J'ai laissé le passé gouverner le présent. J'ai laissé la haine paralyser ma raison. C'est entièrement ma faute. Après ton départ, j'ai eu l'impression d'avoir tout perdu. Mon hospitalisation n'était pas due à un AVC, mais au fait que mon propre cœur ne supportait plus ma cruauté. J'ai rejeté une belle fille merveilleuse et j'ai repoussé mon propre fils. On ne peut pas revenir en arrière, mais j'espère que l'avenir sera différent. Si tu peux encore m'appeler maman, s'il te plaît, reviens. Maman t'attendra. » Je suis resté immobile. Derrière la lettre était jointe une échographie de Camille. Une petite note manuscrite semblait recoudre mon cœur. Grossesse de 6 semaines. Rythme cardiaque fœtal normal. J'ai éclaté en sanglots. Nous allions avoir un enfant. Je suis resté assis, immobile, fixant l'échographie dans ma main, n'arrivant pas à y croire. Une petite vie grandissait en elle. Le fruit de mon amour pour Camille.
Un amour qui avait vu le jour entre deux personnes autrefois rejetées par le monde entier. Mes larmes n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'était parce que je n'avais jamais imaginé qu'un tel miracle puisse m'arriver. J'ai serré Camille, la femme que j'avais juré d'aimer pour la vie, et j'ai fait un vœu silencieux. Quoi qu'il en coûte, je te protégerai, toi et notre enfant. Tout semblait s'améliorer, mais j'ignorais qu'une tempête encore plus terrible approchait silencieusement. 3 jours plus tard, alors que nous rangions notre petite maison pour accueillir notre nouvelle vie, un huissier en uniforme frappa à la porte. « Monsieur Julien Moreau, j'ai une assignation à comparaître du tribunal pour vous. Veuillez signer. » Je me suis figé. Une assignation? Pour quelle raison? Vous êtes poursuivi en justice. Le plaignant est monsieur Alain Delacroix. Mes jambes se sont dérobées sous moi. Dès que j'ai signé, j'ai déchiré l'enveloppe. Ce que j'y ai lu m'a plongé dans les ténèbres. Alain Delacroix me poursuivait en justice pour obtenir le droit de garde de son petit enfant, qui n'était même pas encore né. En apprenant la nouvelle, Camille est devenue blême. Elle s'est effondrée sur une chaise, agrippant les accoudoirs jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. Ce n'est pas possible. Il doit être fou. J'ai serré les poings, essayant de garder mon calme, mais une rage bouillonnait en moi. Quel est le motif? J'ai tourné la page. La raison était clairement énoncée. Le père, Julien Moreau, est jugé incapable d'élever un enfant dans les circonstances actuelles. La partie du grand-père maternel, Alain Delacroix, dispose de meilleures conditions financières, médicales et éducatives, et s'engage à offrir un meilleur avenir à l'enfant. J'ai hurlé. Ce salaud essaie de nous enlever notre enfant avant même sa naissance. Jamais de la vie. Camille a fondu en larmes, sanglotant comme quelqu'un qui venait de perdre quelque chose d'irrécupérable. Je le savais. Je savais qu'il ne nous laisserait jamais tranquilles. Pour lui, je ne suis pas sa vraie fille, juste un pion, un outil pour protéger sa réputation. Je l'ai prise dans mes bras, le cœur en feu. Les mots que j'avais prononcés autrefois, quoi qu'il en coûte, je te protégerai, je les avais considérés comme une simple promesse. Mais je réalisais maintenant que ce serment se transformait en une véritable guerre. Nous avons immédiatement contacté mon ami avocat, Stéphane, qui a accepté de nous défendre pro bono. Lors de notre première réunion, Stéphane nous a exposé la dure réalité. Ce procès, on peut le gagner comme on peut le perdre. Alain Delacroix a l'argent et les relations dans le monde juridique. S'il est déterminé à obtenir la garde de cet enfant, il ira jusqu'au bout. Mais c'est mon enfant. Ai-je frappé la table? Comment peut-il essayer de prendre la garde avant même sa naissance? C'est précisément pour ça qu'il ne vise pas un fœtus, mais un enfant à naître. Si un médecin diagnostique un quelconque risque à la naissance, ou s'ils parviennent à prouver que Camille est inapte à l'élever, ils s'en serviront contre vous. Je tremblais de rage. Il attaque Camille sur son handicap? Exactement. Il va essayer de prouver qu'elle n'est pas apte à être mère. J'ai regardé Camille. Elle avait baissé la tête, comme si quelqu'un venait de lui poignarder le cœur. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. C'est à cause de moi que notre enfant est entraîné dans cette bataille. Non, ai-je dit fermement, ce n'est pas de ta faute. Le seul fautif, c'est cet homme qui vous a abandonné, toi et ta mère, pendant des décennies, et qui essaie maintenant de jouer les bienfaiteurs. Je ne le laisserai jamais faire. Cette nuit-là, je suis resté seul dans le salon, buvant un thé amer. Toutes sortes de pensées tourbillonnaient dans ma tête. Puis, une idée m'est venue. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé ma mère. « Allô, maman, comment vas-tu » La voix faible de ma mère a répondu. « Oui, ça va beaucoup mieux. »« Pourquoi appelles-tu » J'ai avalé ma salive. « Maman, tu as aimé cet homme par le passé, tu sais qui il est. Dis-moi honnêtement, jusqu'où est-il capable d'aller ?» Un silence. Pour obtenir ce qu'il veut, il est prêt à tout, sans hésiter à faire du mal aux autres. Sois prudent, mon fils. J'ai serré les dents. Maman, j'ai besoin de ton aide, juste une fois. Si tu m'aimes encore, sois de mon côté. Pas pour moi, mais pour l'enfant dans le ventre de Camille. Après un silence, ma mère a soupiré. D'accord, je vais m'en occuper à ma façon. Je ne savais pas ce qu'elle allait faire, mais je lui faisais confiance. Pour la première fois, elle était de mon côté. Une semaine plus tard, le procès a eu lieu. Camille et moi étions assis en face d'Alain Delacroix et de son avocat.
Il portait un costume noir, son visage était une plaque de glace, sans émotion. Mais j'ai surpris son regard sur Camille. Ce n'était pas le regard d'un père, c'était le regard de quelqu'un qui veut posséder quelque chose. Lorsque le juge a demandé les raisons de la poursuite, son avocat a présenté une montagne de documents, de rapports médicaux, d'évaluations de capacité parentale, et une liste d'hôpitaux et d'écoles internationales qu'il avait préparées pour son petit enfant. Je me suis levé. Monsieur le juge, je suis le père biologique de cet enfant. Ma femme Camille et moi ne sommes être pas aussi riches que Monsieur Delacroix, mais nous avons une chose qu'il ne pourra jamais avoir. L'amour et le sacrifice. L'enfant n'est pas encore né, mais il n'est pas un jouet dans une querelle de propriété entre adultes. Il mérite de vivre dans un foyer chaleureux. Mon avocat a levé la main. Monsieur le juge, nous avons des preuves quant aux véritables motivations de Monsieur Delacroix. Sur un écran, un fichier audio enregistré secrètement par ma mère a été diffusé. C'était une conversation entre elle et lui. Je veux juste prendre cet enfant. Le plus tôt sera le mieux. Puisqu'il est né mon petit-fils, il doit préserver ma réputation. Préserver votre réputation en arrachant un enfant à sa mère? Comment une bonne à rien handicapée comme elle pourrait élever mon petit-fils? Le silence est tombé sur la salle d'audience. Alain Delacroix a frappé la table et s'est levé. Une preuve obtenue illégalement ne peut être utilisée au tribunal. Le juge a déclaré sévèrement, mais elle suffit à prouver que vos motivations sont impures. Je me suis tourné vers Camille. Elle s'était blottie contre mon épaule, en sanglots. Finalement, le juge a statué que le droit de garde de l'enfant revenait à ses parents légitimes, Julien Moreau et Camille Dubois. À la fin du procès, j'ai pris la main de Camille et nous avons quitté le tribunal. J'avais l'impression qu'un rocher venait d'être retiré de ma poitrine. Dehors, ma mère nous attendait. En nous voyant, elle nous a serrés dans ses bras. Je suis désolé, je comprends maintenant. Il y a des amours qu'on ne peut jamais séparer. Mais alors, que tout le monde se tournait, j'ai aperçu Alain Delacroix au bout du couloir. Son regard n'était pas celui de la colère, mais d'un calme étrange. J'ai eu le pressentiment qu'il n'allait pas s'arrêter là. Après le procès, la tempête semblait s'être calmée. Camille, ma mère et moi avons déménagé dans une petite maison à la campagne pour vivre ensemble. C'était à la fois pour prendre soin de Camille, enceinte, et pour éviter les ragots qui pourraient suivre. Ma mère avait complètement changé. Elle était devenue douce et attentionnée. Ce n'était plus la femme qui hurlait et maudissait Camille. Je l'ai même surprise en train d'essuyer discrètement une larme en entendant les battements du cœur du bébé lors d'un examen prénatal. Être apprenait-elle, à sa manière, à être mère et grand-mère. Je pensais que c'était suffisant, mais j'étais trop naïf. Un après-midi, alors que j'étais sur un chantier en Provence et que seule Camille et ma mère étaient à la maison, j'ai reçu un SMS anonyme. Si tu savais qui ta femme rencontre en ce moment, tu ne dormirais plus jamais tranquille. J'ai tressailli, mais une hypothèse m'est immédiatement venue à l'esprit. Alain Delacroix. J'ai rapidement appelé la maison. Ma mère a répondu, la voix calme. Tout va bien. Concentre-toi sur ton travail. Je prépare une soupe pour Camille. J'ai essayé de réprimer mes doutes, mais mon cœur battait la chamade. J'ai envoyé un SMS à un voisin pour lui demander de surveiller discrètement. 2 heures plus tard, un ami habitant à proximité m'a envoyé une photo prise avec son téléphone. La photo était floue, mais l'homme qui descendait d'une voiture de luxe familière était clairement Alain Delacroix, et la personne avec lui était Camille. J'ai conduit toute la nuit sous la pluie pour rentrer en urgence. Je suis entré sans un mot. La lumière du salon était allumée, ma mère regardait la télévision. Camille était allongée dans sa chambre. Quand j'ai poussé la porte, elle s'est redressée en sursaut. « Chérie, comment se fait-il que tu sois rentrée si tôt ?» Je l'ai regardée droit dans les yeux, et j'ai demandé sans détour. « Tu l'as rencontrée ?» Camille a hésité un instant. Elle m'a regardé pendant 3 secondes, puis a baissé la tête. « Oui, désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt. Mais ce n'est pas ce que tu penses. » J'ai réussi à garder mon calme, et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu as fait avec lui ?» C'est lui qui a demandé à me voir. Il a dit qu'il avait quelque chose d'important à me donner pour toi. J'avais peur que tu m'empêches d'y aller si je te le disais, alors j'y suis allé seul. J'ai serré les poings. Il t'a donné quoi? Camille a sorti une grosse enveloppe d'un tiroir. À l'intérieur, il y avait une liasse de documents et une clé USB.
C'étaient des informations sur le consortium continental et des fichiers audio. J'ai allumé l'ordinateur et j'ai ouvert un enregistrement. Sa voix s'est fait entendre. Donne-lui juste ça. J'ai encore plein de dossiers sur la famille de ce Julien Moreau. S'il est malin, il choisira de quitter ma fille. Sinon, je ferai savoir au monde entier que sa mère a couché avec moi alors qu'elle était mariée. Je suis devenu livide, un frisson me parcourant le corps. C'est pour recevoir ça que tu l'as rencontré? Oui. Je voulais savoir combien de secrets il cachait encore. Je ne voulais plus que tu subisses passivement. Je voulais me battre à tes côtés. J'ai serré Camille dans mes bras. J'avais honte de l'avoir soupçonné. Son corps était être fragile, mais son âme ne l'était absolument pas. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. En examinant le contenu de la clé USB, j'ai découvert un fichier de données cryptées. Je l'ai envoyé à mon ami Stéphane pour qu'il le déchiffre. Un jour plus tard, il m'a appelé d'une voix pressante. Tu sais ce que c'est? Il y a des documents internes du CC, des informations sur une caisse noire de près de 20 millions d'euros. Il y a même la signature d'Alain Delacroix. Si ça sort, il va en prison. J'étais sans voix. Alors pourquoi a-t-il donné ça à Camille? Je ne suis pas sûr, mais s'il sait que Camille a ses preuves, il ne la laissera jamais tranquille. J'ai soupiré. Ma tête était un écheveau de fils emmêlé. Et puis, l'inattendu s'est produit. Le lendemain matin, avant même que je ne sois réveillé, ma mère a frappé à ma porte, tremblante, son téléphone à la main. Regarde ça. Sur l'écran, il y avait une vidéo qui se propageait anonymement sur les réseaux sociaux. La vidéo me montrait en train de serrer Camille dans mes bras dans une clinique de gynécologie, mais elle avait été filmée de l'extérieur, à travers une fenêtre. Et le titre était « L'homme abandonné par sa famille profite maintenant de sa femme handicapée pour tenter d'escroquer son beau-père milliardaire. » Mes yeux allaient sortir de leurs orbites. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Ma mère a balbutié. On dirait que quelqu'un vous suit depuis longtemps. J'ai immédiatement appelé Stéphane. C'est soit Alain Delacroix, soit quelqu'un de votre famille qui a fourni les photos. Sois prudent. Rien n'est aussi simple. C'est alors qu'une pensée m'a traversé l'esprit. J'ai couru dans la chambre de ma mère. Maman, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans la famille qui était au courant de tout ça? Quelqu'un qui aurait pu avoir accès aux données sur mon ordinateur? Ma mère a hésité, puis a dit lentement « Élise ». Je me suis raidi. Ma belle-sœur, Élise. La femme de mon frère Luc. Pour autant que je sache, c'était une femme qui cuisinait, s'occupait des enfants et des tâches ménagères. Toujours discrète, ne se mêlant jamais des affaires de la famille. Je me suis souvenu d'être rentré tard un soir et d'avoir trouvé Élise en train de nettoyer ma chambre sans que je le lui ai demandé. À l'époque, j'avais juste pensé qu'elle était gentille. Mais maintenant, j'ai immédiatement appelé mon frère. Où est Élise? Elle est à la maison. Pourquoi? Passe-la moi en appel vidéo tout de suite. Une minute plus tard, le visage d'Élise est apparu. Son regard n'était plus celui de la femme douce que je connaissais. Il était profond, froid, et un léger sourire flottait sur ses lèvres, comme celui d'une personne victorieuse. « Beau-frère, y a-t-il une urgence? C'est toi. C'est toi qui as filmé en secret et qui as diffusé la vidéo. Oh, vous le savez déjà. Vous êtes plus rapide que je ne le pensais. Pourquoi as-tu fait ça? » Élise m'a regardé un instant, puis a ricané. Vous avez toujours été l'objet de tous les éloges, n'est-ce pas? Toujours le plus grand succès de la famille. Et mon mari, votre frère, il a toujours été dans l'ombre de Julien Moreau. J'en ai assez de cette situation. J'ai serré mon téléphone. Tu es de mèche avec Alain Delacroix. Pas exactement. Disons que nos objectifs coïncidaient. Lui voulait récupérer Camille. Et moi, je voulais détruire l'image de votre famille. Simple, non? Je tremblais de rage. Tu n'as pas peur des conséquences? Des conséquences? Quand cette vidéo se propagera, vous perdrez votre travail, votre réputation. Il vous traînera à nouveau en justice, cette fois pour diffamation contre le CC. Et à ce moment-là, qui croira la parole d'un type qui vit au crochet de sa femme handicapée? J'ai jeté mon téléphone sur le bureau. Ma mère était pétrifiée. Derrière moi, Camille était sortie et avait tout entendu. Elle n'a pas pleuré. Elle a simplement dit « Julien, nous ne pouvons plus nous cacher. Nous devons nous battre. » Je l'ai regardée. Cette petite femme fragile qui portait mon enfant, elle venait de m'apprendre que si l'on ne se défend pas, on se fait écraser.
J'ai hoché la tête. Très bien. S'ils veulent la guerre, ils l'auront. J'étais assis dans une pièce fermée avec Camille et mon fidèle ami avocat, Stéphane. Mes yeux étaient rivés sur l'écran d'ordinateur où les données apparaissaient lentement. La vidéo calomnieuse et les articles malveillants à mon sujet se propageaient sur Internet comme un virus. L'opinion publique commençait à s'enflammer. Certains m'insultaient, me traitant de parasite vivant au crochet de sa femme handicapée. D'autres se moquaient de Camille, une handicapée qui osait vouloir être mère. Ces paroles venimeuses étaient comme des lames de couteau qui me lacéraient la chair. Je ne pouvais plus laisser cette situation perdurer. Je ne pouvais pas laisser mon enfant naître au milieu des insultes de la société. Et surtout, je ne pouvais pas pardonner ceux qui nous avaient trahis. Ma belle-sœur, Élise, elle qui semblait si douce, s'occupant tranquillement des tâches ménagères, était maintenant en train de pousser ma famille en enfer. Stéphane a fermé son ordinateur et m'a regardé. « Tu es prêt ?»« Je suis prêt. Si je peux entraîner la famille Delacroix et Élise dans la boue avec moi, je ferai n'importe quoi. » Stéphane a eu un sourire acéré. « Bien. Alors écoute-moi bien. Depuis hier, je traque les comptes sur les réseaux sociaux qui ont diffusé l'information. L'un d'eux est enregistré avec l'adresse IP de la maison de ton frère Luc. Je n'ai pas été surpris, et j'ai hoché la tête. Il est donc bien impliqué. Impliqué, c'est peu dire. Stéphane m'a tendu une vidéo. Tu dois voir ça. J'ai ouvert la vidéo, et j'ai vu mon frère, Luc, rencontrant Alain Delacroix en tête-à-tête dans un café chic. Il n'y avait pas de son, mais l'image était d'une clarté parfaite. Les deux hommes se sont serrés la main, et ce qui m'a horrifié, c'est de voir Luc recevoir une grosse enveloppe de sa part. Mon visage a brûlé. Je n'en croyais pas mes yeux. Luc, qui me suivait partout quand nous étions enfants. Luc, qui m'avait supplié de lui prêter de l'argent pour acheter sa maison. Luc, qui m'avait dit « Grand frère, tu es la seule personne en qui j'ai confiance. » Ce même frère était maintenant en train de vendre son propre frère pour quelques billets sales. J'ai serré les poings. Alors, ils étaient de mèche. Élise sapait de l'intérieur, et Luc frappait de l'extérieur. Tous les deux, commandités par Delacroix, pour me traîner dans la boue. Camille était assise à côté de moi. Son ventre de femme enceinte était bien arrondi, mais son visage était glacial. Elle a dit lentement « Je veux affronter Élise. Je veux lui parler clairement avant que tout ne s'aggrave. » Je me suis tourné vers elle. « Tu es sûr ? Tu es à 8 mois de grossesse. Tu ne dois pas t'énerver. Je dois le faire, ne serait-ce que pour notre enfant. Je ne peux pas la laisser attendre tranquillement que son mari voie le nôtre s'effondrer. » Ce soir-là, Camille, ma mère et moi sommes allés chez Luc. J'avais prévenu Élise par SMS. « Soyez tous à la maison ce soir. J'ai quelque chose d'important à vous dire. » La porte s'est ouverte. C'était Élise. Elle tenait encore un torchon à la main, mais son regard n'avait plus la même innocence. Il était aiguisé, comme une lame cachée dans son fourreau. « Oh, beau-frère, belle-sœur, quelle surprise! Ça fait longtemps que vous n'êtes pas venus nous voir. »« Nous ne sommes pas venus pour une visite de courtoisie, » ai-je répondu froidement. « Nous sommes venus pour parler. » Luc est apparu, l'air un peu mal à l'aise. « Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cet air si grave? » Nous nous sommes assis. Ma mère est restée silencieuse du début à la fin, mais ses yeux étaient constamment fixés sur Luc, comme si elle ne voulait pas croire que son fils cadet était à l'origine de tout cela. J'ai posé un dictaphone sur la table et j'ai lancé la vidéo de Luc rencontrant Delacroix. Le visage de Luc est devenu livide. Élise, elle, a gardé une expression sereine, comme si tout se déroulait comme prévu. « Tu as quelque chose à ajouter ?» ai-je demandé en fixant Luc. « Après tout ce que j'ai fait pour toi depuis notre enfance ?»« Grand frère, c'est un malentendu. On m'a juste demandé de faire la promotion d'une marque, c'est tout. Je ne savais pas que cet homme était impliqué. » Élise l'a interrompu, la voix pleine de mépris. « Vous pensez que c'est normal de vivre toute sa vie en étant le fils préféré? Vous avez toujours été couvert d'éloges, admiré de tous. Et mon mari, toujours comparé à vous. Pensez-vous qu'une personne comme vous mérite tout ça ?» Camille a parlé lentement. « Si votre mari était jaloux du mien, il aurait pu rivaliser avec lui par ses compétences. Il n'avait pas besoin de le poignarder dans le dos. Mais vous avez choisi la méthode la plus lâche. Insulter une femme enceinte, un enfant à naître et une famille qui vivait en paix. Je l'ai fait pour ma famille, a crié Élise. Pour mon enfant,
Pas le vôtre. Je me suis levé. Puisque tu as choisi ton camp, tu devras en assumer les conséquences. Je vais porter plainte pour atteinte à la vie privée et diffusion de fausses informations. Contre toi, Élise. Et toi, Luc, tu n'es plus mon frère. Ma mère a éclaté en sanglots. Luc, je t'ai mis au monde, je t'ai élevé, et maintenant tu détruis ton propre frère. Es-tu seulement humain? Luc a baissé la tête, mais il ne s'est pas excusé. Pas un seul mot. Alors que je sortais en tenant la main de Camille, Élise a crié dans mon dos. Portez plainte si vous voulez. Mais souvenez-vous, Monsieur Delacroix m'a dit qu'il avait encore beaucoup de choses pour vous détruire. Cette vidéo n'est qu'un début. Je me suis arrêté et je me suis retourné. Alors, dis à ce type de se préparer. Cette fois, je ne me contenterai pas de défendre. C'est à mon tour d'attaquer. 2 jours plus tard, nous avons organisé une petite conférence de presse dans un café discret. Stéphane, en tant que représentant, s'est présenté devant les médias et a dévoilé toutes les preuves. L'enregistrement où Delacroix menaçait sa propre fille, les documents sur la caisse noire du groupe, la liste des transferts de fonds illégaux. En tant que victime, j'ai également pris brièvement la parole. J'ai pensé que si je gardais le silence, tout finirait par passer. Mais quand le silence devient une forme de complicité avec le mal, je ne peux plus me taire. Moi, Julien Moreau, aux côtés de ma femme Camille Dubois, je poursuivrai cette action en justice jusqu'au bout, non pas pour notre honneur, mais pour la vérité. Après la conférence de presse, l'opinion publique sur les réseaux sociaux s'est retournée. Nous, qui étions la cible des moqueries, sommes devenus une famille courageuse, un mari juste dans la tempête, une femme handicapée, surmontant l'adversité. Mais au fond de moi, je savais que la vraie guerre ne faisait que commencer. Cette nuit-là, Stéphane m'a envoyé un court message. Sois prudent. Des gens du consortium continental surveillent ma maison. Quelque chose me dit que ça va bientôt éclater. Après la conférence de presse, nos vies sont passées en état d'alerte maximale. L'opinion publique était majoritairement de notre côté, mais je savais qu'Alain Delacroix n'était pas du genre à s'effondrer facilement. Une bête féroce acculée se débat pour ne pas mourir. Et son dernier sursaut peut être mortel. Cette nuit-là, toute la famille a éteint les lumières et s'est couchée, mais je n'arrivais pas à trouver le sommeil, les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Le message de Stéphane résonnait dans ma tête. Sois prudent, des gens du CC surveillent ma maison. Quelque chose me dit que ça va bientôt éclater. Je me suis levé silencieusement et je suis allé vérifier une à une les fenêtres et les serrures du salon. Je n'en ai parlé, ni à Camille ni à ma mère. Camille entrait dans son 7e mois de grossesse, et le moindre choc pourrait avoir des conséquences irréversibles. Alors que l'horloge marquait exactement 2 heures du matin, j'ai entendu un très léger clic venant de la porte de derrière. Un bruit de métal contre métal, très subtil et précis, comme si quelqu'un crochetait la serrure. J'ai immédiatement éteint la lumière du salon, sorti mon téléphone, composé le 17, et je me suis déplacé lentement vers la cuisine. Avant de m'approcher, j'ai attrapé un couteau à fouille qui se trouvait sous le comptoir. Ma main tremblait, mais mon esprit était froid comme la glace. Le bruit de crochetage s'est arrêté. Un silence. Puis, avec un grand fracas, la porte s'est ouverte violemment et une silhouette sombre a bondi à l'intérieur. 2 autres hommes en noir, le visage masqué et les mains gantées, l'ont suivi. J'ai bondi en criant. « Qui êtes-vous » L'un d'eux m'a projeté au sol, et le couteau m'a échappé des mains. J'ai essayé de me relever, mais j'ai reçu un violent coup de pied dans le ventre. L'autre homme a couru vers les chambres. J'ai hurlé. « Maman, Camille, verrouillez les portes, quelqu'un est entré. » Des bruits de pas précipités se sont fait entendre, suivis d'un cri provenant de la chambre de ma mère. J'ai roulé sur moi-même, j'ai récupéré le couteau, et j'ai poignardé sauvagement la jambe de l'homme le plus proche. Il a hurlé et a titubé en arrière, tandis que les 2 autres ont immédiatement reculé. Je les ai poursuivis jusque dans le jardin, mais ils avaient déjà franchi le mur et disparu dans l'obscurité. 10 minutes plus tard, la police est arrivée. J'ai tout expliqué, et j'ai fourni l'enregistrement de la caméra de surveillance que j'avais secrètement installée dans la cuisine. Leur visage n'était pas très visible, mais leur apparence et l'heure de l'effraction suffisaient à prouver qu'il ne s'agissait pas d'un simple cambriolage. Dans sa chambre, Camille était assise par terre, serrant son ventre. Son visage était livide. Ma mère,
les larmes aux yeux, lui entouraient les épaules. « C'est moi qu'il visait », a murmuré Camille. « Ce n'était pas pour voler, c'était pour nous faire peur. » J'ai serré les poings. Un seul nom tournait en boucle dans ma tête, Alain Delacroix. Le lendemain, j'ai apporté la vidéo à Stéphane. Il l'a regardée en fronçant les sourcils. Le mode opératoire est professionnel. C'est comme si tu venais de recevoir un avertissement de l'homme le plus riche et le plus puissant de la ville. Je ne resterai plus les bras croisés, et je dis, les yeux brûlants. Si ce salaud fait appel à des hommes de main, je le traînerai dans la boue. Si la justice ne suffit pas, les médias s'en chargeront. Mais sache qu'il n'est peu être pas intervenu directement. Il est probable qu'il soit passé par des subordonnés qui le protègent scrupuleusement. J'ai hoché la tête, et une idée m'est venue. Si je ne peux pas le faire tomber de l'extérieur, je le frapperai de l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas combien de gens lui sont fidèles, mais il doit y en avoir qui en ont marre de travailler pour un type qui ne les traite pas comme des êtres humains. Je vais trouver cette personne. Une semaine plus tard, j'ai retrouvé la trace d'un homme nommé M. Bernard, qui avait été le chauffeur personnel d'Alain Delacroix avant de démissionner. Après quelques recherches, j'ai réussi à le rencontrer et je lui ai proposé de prendre un café. Vous connaissez la situation de ma famille, n'est-ce pas? M. Bernard m'a regardé en hochant la tête. Toute la ville est au courant. Je trouve ça admirable que vous osiez affronter M. Delacroix. Alors, je vais être direct. Vous avez travaillé pour lui. Vous devez savoir des choses. Pouvez-vous me les raconter? Aidez-moi. Monsieur Bernard a souri amèrement. Comment puis-je être sûr que je ne serai pas retrouvé mort le lendemain matin si j'ouvre la bouche? J'ai sorti une copie des documents sur la caisse noire et l'enregistrement de la menace contre sa fille. Regardez, je ne me bats pas seul contre lui. J'ai des avocats, les médias et des gens qui me soutiennent derrière moi. Vous ne serez pas seul. Monsieur Bernard m'a longuement regardé, puis a hoché la tête. D'accord, je vais vous aider. Mais à une condition, n'importe laquelle. Dites-moi, quand Monsieur Delacroix tombera, mon identité devra rester secrète. J'ai une famille, moi aussi. Je vous le jure sur mon honneur. Monsieur Bernard a pris une profonde inspiration et a commencé à parler. Une semaine avant votre anniversaire, Monsieur Delacroix a convoqué 3 hommes de main dans son bureau pour donner une leçon à quelqu'un. Je suis entré pour lui apporter son café et je l'ai entendu dire « Faites-lui juste comprendre qui est le maître du jeu. Ne le tuez pas. Mais même s'il est blessé, personne ne portera plainte, alors ne vous inquiétez pas. La personne qu'il visait, c'était vous. » J'ai serré les accoudoirs de ma chaise. Chaque mot était comme une lame de colère qui s'enfonçait en moi. « Avez-vous des preuves? » J'ai encore l'enregistrement de la conversation. Je vais vous le donner. 3 jours plus tard, Stéphane et moi avons soumis toutes les nouvelles preuves à la police et au parquet. En même temps, j'ai envoyé une copie à un journaliste de confiance. L'article, intitulé « Cesse noire, menace de mort contre sa propre fille. La vraie nature d'Alain Delacroix, le magnat au masque de vertu », a fait la une des principaux journaux en ligne en 48 heures. La justice a ouvert une enquête d'urgence et Alain Delacroix a été convoqué. Tout le groupe CC a été secoué. Et cette nuit-là, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu. J'ai perdu, mais tu ne seras pas tranquille pour autant. J'ai encore un atout dans ma manche. Fais attention à mon enfant. J'ai serré mon téléphone, le visage livide. C'est à ce moment-là que Camille a crié depuis sa chambre. « Julien, du sang. Je perds du sang. » J'ai couru dans la chambre et j'ai vu le sang qui s'étalait sur les draps. Ma mère, paniquée, a appelé une ambulance. J'ai pris Camille dans mes bras, en larmes. « Ça va aller, ma chérie, je suis là. Personne ne te fera de mal. » Le téléphone a de nouveau sonné. C'était encore l'hôpital, mais ce n'était pas un médecin. C'était Élise. Sa voix froide est sortie du haut-parleur. « Beau-frère, si tu veux que ton enfant vive, viens seul. Je t'enverrai l'adresse dans 30 minutes. » J'ai ignoré les appels du médecin et j'ai quitté l'hôpital en courant. Camille était transportée aux urgences et je ne pouvais pas attendre passivement alors que quelqu'un, plus précisément Élise, tenait entre ses mains la carte de la vie et de la mort. Dès que j'ai franchi la porte de l'hôpital, j'ai reçu un 2e SMS de sa part, vieil entrepôt, près de la voie ferrée. Viens seul. Apporte le fichier original de la caisse noire. Si tu préviens la police,
Tu perdras ta femme et ton enfant. J'ai grincé des dents. Elle n'était pas seulement diabolique, elle était folle. Menacer la vie d'un enfant à naître pour protéger les sombres complots d'un vieil homme sur le point de tomber de son piédestal. J'ai foncé vers le lieu de rendez-vous. L'obscurité avait englouti toute la rue. Un entrepôt abandonné est apparu, avec son toit de tôle rouillé, ses murs noirs et poussiéreux, et une odeur de moisiâtre. Je n'avais rien apporté d'autre que la clé USB, contenant une copie des données originales. Dans un coin sombre, la lumière d'une lampe de poche s'est allumée. Une personne est sortie. C'était Élise. Elle portait des vêtements noirs, une casquette de baseball enfoncée sur la tête, et tenait un téléphone et un petit couteau à la main. J'ai froncé les sourcils, ma voix tendue comme un arc. « Qu'est-ce que tu veux ?»« C'est simple, » a ricané Élise. « Donne-moi la clé USB. En échange, je te garantis que l'enfant dans le ventre de ta femme ne sera pas blessé. C'est un marché équitable, non? Tu n'as aucun droit de faire du mal à Camille. » Oh, vous croyez? Vous pensiez que j'étais juste une femme au foyer ordinaire qui cuisine et fait le ménage? Vous vous trompez. Il y a très longtemps, quand vous construisiez vos grands immeubles, je m'occupais des documents de blanchiment de l'argent de mon frère. Pendant que vous étiez couvert d'éloges, j'étais traité comme une marionnette. Je sais comment effacer les traces, comment tuer quelqu'un sans laisser une seule goutte de sang. Ne me testez pas. J'ai serré les poings. Tout ça pour l'honneur et le pouvoir, c'est ça? Non? A-t-elle articulé chaque syllabe. Tout ça, c'est par jalousie. Je me suis arrêté net. Parce que je vous aimais. Beau-frère, a-t-elle ri. Depuis le jour où vous avez présenté Luc à la famille. Je n'ai jamais pu détacher mes yeux de vous. Mais vous ne l'avez jamais su. Vous m'avez toujours traité comme votre belle-sœur, une gentille épouse, une ombre floue. J'en avais assez de jouer les seconds rôles. Et quand Alain Delacroix m'a offert une opportunité, je l'ai saisie sans hésiter. J'ai respiré bruyamment, le cœur battant à tout rompre. Depuis le début, toute cette affaire n'était pas une simple lutte de pouvoir. C'était une vengeance pathologique née d'un amour tordu et d'un cœur brisé. Tu es complètement folle, ai-je grondé. L'amour, ce n'est pas la possession, et encore moins détruire la personne que tu ne peux pas avoir. Je n'ai pas besoin de votre compréhension, beau-frère. Donnez-moi juste la clé USB. J'ai levé la main, la clé USB entre deux doigts. Avant de te la donner, je veux savoir qui est ton commanditaire. C'est Alain Delacroix? Élise a éclaté de rire. Non, il n'est qu'un pion sacrifiable. La personne qui a planifié et dirigé tout ça, c'est son ex-femme. J'étais sans voix. La mère biologique de Camille. Exactement. C'est elle qui détient le vrai pouvoir. Le CC n'a jamais été entièrement sous le contrôle d'Alain Delacroix. Elle a découvert la liaison entre lui et votre mère il y a des années. Et depuis, elle rêve de vengeance. Quand elle a appris que sa propre fille, Camille, était tombée amoureuse et avait épousé le fils de sa rivale, elle est devenue folle. Elle m'a engagé pour tout orchestrer, de la diffusion de la vidéo à la corruption de Luc, en passant par l'envoi de Jean à l'hôpital. Tout était son œuvre. J'étais sous le choc. Une femme puissante, cachée dans l'ombre, avait manipulé son ex-mari, ma famille, et même Élise, simplement par vengeance personnelle. Élise s'est approchée. « Donnez-moi ça, je ne plaisante pas. » J'ai tendu la clé USB. Elle l'a arrachée et a fait un signe. Un homme est sorti de derrière un mur. C'était le même homme qui était le garde du corps de Delacroix. Il a sorti un paquet. Mon visage est devenu blanc. « Qu'est-ce que c'est ?» Élise a jeté le paquet par terre. Une poupée ensanglantée en est sortie et a atterri dans une flaque d'eau. La vue m'a fait frissonner. Ce n'est qu'un début. Si vous ripostez, encore une fois, ce sera du vrai sang. J'ai serré les poings. Tu n'en auras pas le temps. Derrière moi, Stéphane et des policiers ont surgi. Élise Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour menace de mort, diffusion de fausses informations, complicité de crime et obstruction à la justice. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous au tribunal. Élise était abasourdie. Tu m'as piégé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est toi qui m'as piégé la première. La police a menotté Élise et l'homme et les a emmenés. Je suis resté sous le ciel sombre où la pluie commençait à tomber. Mais mon cœur était étrangement léger. Je suis retourné à l'hôpital. L'opération d'urgence avait été un succès. Camille avait été transférée en salle de réveil.
Mon fils, un garçon en bonne santé, respirait régulièrement dans une couveuse. Je me suis assis à côté de Camille, et je lui ai pris la main. Toi et le bébé, vous êtes en sécurité. Les méchants ont été arrêtés. Tout est fini, tout. Camille a ouvert les yeux. Des larmes ont coulé sur ses joues. C'est un garçon, chéri. Oui, un garçon courageux, comme toi. Camille a souri faiblement, un sourire de bonheur. Elle a murmuré « Merci de ne pas avoir lâché ma main dans la tempête ». Je l'ai serrée dans mes bras. Dehors, la pluie avait cessé et les premiers rayons du soleil traversaient la fenêtre, comme pour annoncer le début d'un nouveau chapitre. Mais au fond de moi, je savais que le cerveau de toute cette affaire n'avait pas encore été complètement démasqué. La mère biologique de Camille, une femme puissante, nourrissant une haine endormie depuis 30 ans. Et je savais que je devrais l'affronter avec tout mon courage et ma sagesse pour protéger ma petite famille. Une semaine après la naissance de notre fils, tout semblait être rentré dans l'ordre. Élise était en détention provisoire en attente de son procès, et les responsables de l'agression nocturne avaient également été inculpés. Le consortium continental faisait officiellement l'objet d'une enquête, mais une tempête persistait dans mon esprit. Ce nom revenait chaque nuit dans ma tête, la mère biologique de Camille. La détentrice du pouvoir qui, sans jamais se montrer, avait pu manipuler Alain Delacroix, Élise, et même nos vies comme des pions sur un échiquier. Je savais que si je voulais protéger ma famille jusqu'au bout, je ne pouvais plus l'éviter. Je devais l'affronter. Je devais entendre de sa propre bouche pourquoi elle nous haïssait à ce point. Et plus encore, j'avais le pressentiment que Camille, elle aussi, ignorait tout. Cet après-midi-là, j'ai confié notre fils à ma mère et j'ai emmené Camille en voiture. Bien que faible, elle a insisté pour m'accompagner. Je ne peux pas rester à la maison. J'ai vécu toute ma vie dans son ombre. Il est temps que j'affronte la dernière personne qui me reste, ma propre mère. Nous avons conduit jusqu'à une villa isolée, au cœur d'une forêt de pins. C'était la résidence officielle de Madame Geneviève Lambert, l'ex-femme d'Alain Delacroix et la femme qui, depuis des années, dirigeait le CC en coulisses. La porte s'est ouverte, et une gouvernante nous a conduits dans un grand salon, somptueux mais froid comme une salle d'audience. Les tableaux au mur semblaient nous observer de leurs visages impassibles. Quelques instants plus tard, elle est apparue, les cheveux argentés relevés en un chignon haut, le corps mince, mais dégageant toujours une autorité absolue. Ses yeux se sont posés longuement sur Camille, un regard où se mêlaient froideur et douleur. « Entrez et asseyez-vous », dit-elle d'une voix tranchante, comme une lame. J'ai hoché la tête en guise de salut. Camille a également incliné légèrement la tête, elle n'a pas répondu. « Je savais que vous viendriez un jour », dit-elle, en me regardant. « Vous êtes du genre à ne pas vous arrêter avant de connaître toute l'histoire. » J'ai répondu franchement, « Oui, je suis venu entendre la vérité. Pas de la bouche des autres, mais de la vôtre, celle qui est derrière tout ça. » Elle a souri amèrement. « Très bien. Alors, écoutez. Une histoire que ni mon ex-mari, ni ma fille n'ont jamais osé déterrer. » Elle a regardé Camille droit dans les yeux et a baissé la voix. « Tu n'es pas la fille biologique d'Alain Delacroix. » Un silence de mort est tombé sur la pièce. Je me suis tourné vers Camille. Elle était sous le choc, ses lèvres tremblaient. « Maman, qu'est-ce que vous dites ? » « C'est la vérité. » A-t-elle hoché la tête. « Tu es le fruit d'une seule nuit que je n'ai jamais pu me pardonner. Je savais que cet homme me trompait avec celle qui allait devenir votre mère. J'ai fermé les yeux. J'ai sauvé les apparences, mais une nuit, ivre, j'ai commis une vengeance stupide. J'ai couché avec son chauffeur. Le corps de Camille a vacillé. Je l'ai soutenu. Son visage était blanc comme un linge. Je ne suis pas sa fille. Pendant des décennies, j'ai su que tu n'étais pas sa fille, mais je l'ai laissé t'accepter comme telle. C'était simple. J'avais besoin d'un pion, pour que tu grandisses avec le statut de fille de milliardaire, afin que je puisse t'utiliser pour le détruire le moment venu. J'ai grondé. Vous avez utilisé votre fille comme un poison. Ce n'est pas ma fille. C'est l'enfant du péché, la preuve de la honte que je dois porter toute ma vie. Camille pleurait. Elle était sur le point de s'effondrer. Je l'ai serrée contre moi, les yeux brûlants. Vous avez assez tourmenté Camille. Vous avez fait d'elle une marionnette. Vous m'avez pris pour cible. Vous avez failli détruire une famille. Que voulez-vous de plus ? Elle m'a regardé longuement. Je ne veux rien. Je veux juste le voir tout perdre.
Je voulais voir tout ce qu'il a construit brûler entre les mains de la fille qu'il a élevée. Mais il a déjà perdu, ai-je dit. Camille n'est plus un pion. C'est une mère, une épouse, une personne qui vit pour la vérité, pas pour la haine. Elle est restée silencieuse un instant. Pour la première fois, une lueur de douceur a traversé son visage. Camille a essuyé ses larmes et l'a regardé droit dans les yeux. Même si je ne suis pas votre fille biologique, j'aurais voulu être serré dans vos bras au moins une fois. Sa voix s'est brisée. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je te voyais, je ressentais la trahison. Alors, ce sera la dernière fois que je vous appellerai maman, a dit Camille en se levant. Même si c'était dans un mensonge, merci de m'avoir donné la vie. À partir de maintenant, je vivrai dans la vérité. J'ai aidé Camille à quitter la villa. Quand la porte s'est refermée derrière nous, je l'ai vue, toujours assise, figée comme une statue de pierre. Un mois plus tard, le groupe a été démantelé. Les actionnaires ont fui, Alain Delacroix a été inculpé, et Élise a été condamnée à une peine de prison. Le chauffeur, M. Bernard, qui m'avait aidé, a bénéficié d'une protection des témoins. Camille, notre fils et moi sommes retournés dans notre petite maison à la campagne. Il n'y avait ni richesse, ni ragot, ni médias. Seulement les pleurs du bébé, le bruit des casseroles dans la cuisine et le son d'un cœur en paix. Un après-midi, alors que je jouais avec notre fils dans le jardin, Camille est sortie sur le porche. Elle tenait une lettre de la villa. Je l'ai ouverte. L'écriture était raide, froide, mais tremblante. « Camille, je ne m'excuserai jamais. Mais je reconnais que tu ne me ressembles pas. Tu es plus forte, plus belle et plus pure que moi. Tu es la personne que je n'ai jamais osé appeler ma fille, mais qui, j'espère, me pardonnera. Vis comme tu l'entends. Ne deviens pas comme moi, vivant dans la haine. » Camille a fini de lire la lettre sans pleurer. Elle l'a brûlée et a laissé les cendres s'envoler au vent. Elle avait pardonné, non pas pour cette femme, mais pour elle-même, pour que son cœur soit plus léger. Je l'ai prise dans mes bras. Au loin, le rire de notre fils résonnait à travers le champ de fleurs. 3 mois après la fin de toutes ces épreuves, notre petite maison à la campagne était enfin remplie de vie. Camille, qui avait frôlé la mort suite à une grande maladie et un accouchement prématuré, avait retrouvé des couleurs. Chaque matin, elle se promenait avec notre fils dans les bras le long des champs de marguerites. Mon fils, Léo, était un bébé vif qui souriait très tôt. Il attrapait mon doigt et le suçotait, puis souriait à Camille à pleines dents. Quand le soleil éclairait ses joues, je sentais mon cœur se réchauffer étrangement. Ma mère vivait avec nous. Elle se levait chaque jour à 5 heures pour préparer le porridge et s'occuper de tout. Un jour, je lui ai demandé « Maman, tu ne t'ennuies pas d'avoir quitté la vie en ville pour venir vivre avec nous ici ?» Ma mère m'a regardé en caressant la tête de son petit-fils. J'ai vécu toute ma vie dans le bruit. Maintenant, les pleurs et les rires de mon petit-fils me suffisent. Je suis resté silencieux. Toute cette douleur, cette trahison, cette cruauté semblait maintenant bien loin. Mais je ne savais pas que la dernière épreuve de ma vie commencerait par un appel téléphonique. Ce matin-là, alors que j'arrosais les arbres, le téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité un instant, puis j'ai répondu « Allô ?» Une voix d'homme, basse et pressante, s'est fait entendre. « Monsieur Julien Moreau, je suis l'avocat personnel de Madame Geneviève Lambert, la mère biologique de Madame Camille. Madame Lambert est gravement malade. Elle vous demande de venir avec Madame Camille. Elle souhaite voir sa fille une dernière fois. » Je me suis figé. Quelle maladie? Un cancer en phase terminale. Elle a tout caché. Il ne lui reste que quelques jours. S'il vous plaît, venez avant qu'il ne soit trop tard. Je me suis tourné vers Camille. Elle a entendu la conversation et est restée silencieuse un long moment. Ses yeux étaient pleins de larmes, mais son visage était toujours serein. J'irai. Tu es sourd? J'ai déjà pardonné. Pardonner, c'est avoir le courage d'affronter, même en sachant que ça fera mal à nouveau. Nous sommes arrivés en fin de journée. Madame Lambert était allongée dans une chambre VIP, avec une seule aide-soignante à ses côtés. Elle n'était plus que peau et os, ses cheveux étaient presque tous tombés, ses yeux étaient creusés, mais son regard n'avait pas perdu de son acuité. En voyant Camille entrer, elle a à peine levé la main pour faire signe à l'aide-soignante de sortir. Camille s'est approchée et a pris sa main. Elle ne tremblait plus,
ne ressentait plus de ressentiment. Je suis là. Elle a hoché faiblement la tête, sa voix était rauque. Maman n'a plus d'excuses à donner. Il y a juste une chose que tu dois savoir. Derrière elle, j'ai entendu mot pour mot ce qu'elle a dit avec ses dernières forces. Tu n'es pas le fruit de la vengeance. Cette nuit-là, l'homme n'était pas le chauffeur. C'était Alain Delacroix. J'ai menti parce que je ne voulais pas que tu lui pardonnes. Camille s'est figée. Maman, qu'est-ce que vous dites? Cette nuit-là, c'était la dernière nuit où il m'a demandé pardon. Dans ma douleur, mon cœur affaibli. Et tu es arrivé. Mais plus tu grandissais, plus je me détestais moi-même. D'avoir cédé à un traître. Je ne savais pas comment t'aimer. En te voyant, j'éprouvais de la tendresse et de la colère. Je détestais tout. J'avais peur que si tu te rapprochais de lui, je te perdrais pour toujours. Je n'ai rien pu dire. Les yeux de Camille étaient rouges, mais elle ne pleurait pas. Alors, tout était vrai. C'était bien mon père biologique. Oui, j'ai dit que je ne m'excuserais jamais, mais maintenant, Camille a serré sa main. Je vous pardonne. Et je me pardonne aussi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me souviens juste que lorsqu'elle a fermé les yeux, ses paupières étaient humides, mais pour la première fois, elle souriait. Une semaine plus tard, Madame Lambert est décédée. Selon ses dernières volontés, tous ses biens personnels, c'est-à-dire les parts restantes du groupe CC et la villa en Provence, ont été transférés au nom de notre fils, Léo. À une seule condition, que l'enfant soit assez grand pour comprendre que dans la vie, la vengeance n'est pas nécessaire et que vivre droitement suffit à tout vaincre. Nous avons vendu la villa pour créer une fondation à son nom, la Fondation Geneviève, pour aider les enfants oubliés. Camille dirige la fondation et j'ai repris mon travail d'ingénieur en freelance. Ma mère cultive des légumes, élève des poules et mène une vie paisible. Un soir, après avoir couché notre fils, j'étais assis avec Camille sous la glycine devant la maison. Le clair de lune inondait son visage. Elle était aussi douce que le jour où je l'avais vue pour la première fois au parc. J'ai dit doucement, si j'avais une seconde chance de choisir, même en sachant que la tempête allait arriver, je te choisirais encore. Camille a posé sa tête sur mon épaule. Moi aussi. C'est grâce à la tempête que j'ai appris à apprécier le soleil. Notre vie ne ressemble pas à un conte de fées, n'est-ce pas? A-t-elle souri? Non, c'est un conte de fées écrit avec du sang et des larmes. Pas un conte de fées sucré, mais une histoire vraie. Et je pense que c'est une histoire qui vaut la peine d'être racontée à notre fils plus tard. J'ai hoché la tête. Le vent frôlait les avant-toits, apportant avec lui le parfum des fleurs d'osmente. J'ai fermé les yeux, et j'ai écouté le bruit de notre fils qui bougeait dans sa chambre, la voix de ma mère qui récitait une prière, et le battement du cœur de Camille, appuyé contre ma poitrine. La paix. Enfin, après toutes ces tempêtes, ces trahisons, cette haine et ces larmes, notre famille avait atteint le port de la paix. Ainsi s'achève le voyage mouvementé de Julien et Camille, un parcours d'amour, de larmes et d'épreuves. Une histoire digne d'un film, écrite avec les fragments de la vie réelle d'une petite famille qui, pas à pas, a surmonté les préjugés, la trahison, la haine et la douleur pour enfin atteindre la plus belle des destinations, la paix et l'amour véritable. Cette histoire n'est pas seulement à écouter pour le plaisir, elle est à méditer. Elle nous rappelle que dans la vie, il y a des choses que nous ne pouvons pas choisir. La famille, le destin, le passé. Mais nous pouvons toujours choisir la manière d'y faire face, avec le pardon, la gentillesse et un amour sincère. Elle nous dit aussi que personne n'est parfait, mais que chaque personne mérite d'être aimée, comprise et de vivre une vie pleine et entière, s'ils ont le courage de vivre authentiquement et de s'accrocher à leur propre bonheur, même si le monde entier leur tourne le dos. Si cette histoire vous a ému, vous a parlé, ou a réveillé quelque chose en vous, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime pour diffuser cette belle histoire. Abonnez-vous à la chaîne, votre choix, pour découvrir d'autres récits riches de sens et partager vos émotions, vos leçons ou simplement un humble mot venant du cœur dans les commentaires ci-dessous, afin que nous puissions nous connecter ensemble. Merci infiniment pour votre écoute. À bientôt pour une nouvelle histoire, uniquement sur